Il est 19h, nous sommes en direct, bienvenue sur Public Sénat, voici les titres. Il en a trop dit ou pas assez, les critiques politiques pleuvent à l'encontre de Luc Ferry, sommé de saisir la justice plutôt que de bavasser dans les médias. L'ancien ministre de l'Éducation a évoqué un crime sexuel impliquant un ancien ministre au Maroc sans vouloir donner de nom. Il pourrait être accusé de non-dénonciation de crime. Une enquête préliminaire va être ouverte à Paris. Les maraîchers européens à genoux, l'angoisse de la contamination bactérienne par les légumes qui a fait 16 morts en Allemagne et 1 en Suède se traduit par une crise de la consommation dans l'Union européenne. L'Espagne, dont les concombres ont dans un premier temps été mis en cause, demande réparation. Téléphoner avec son portable pourrait donner le cancer. C'est une éventualité envisagée pour la première fois par l'Organisation mondiale de la santé. On en parle tout à l'heure avec l'écologiste José Bové et avec le directeur général de la Fédération française des télécoms. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette édition du 19h. Luc Ferry est donc sommé de s'expliquer depuis ses insinuations sur le plateau de Canal+ à propos d'une affaire de crime sexuel au Maroc impliquant un ancien ministre. Les réactions politiques pleuvent. Sur le plan juridique, les propos du philosophe pourraient lui coûter cher s'il n'apporte pas la preuve de ce qu'il avance. Thomas Raguet. Une rumeur colportée devant des millions de téléspectateurs avec l'assurance de celui qui sait et qui met en cause un ancien ministre sans aucune preuve. L'affaire a été jusqu'à faire réagir le porte-parole du gouvernement. Ce qu'a dit M. Ferry est évidemment surprenant parce que soit il est détenteur ou favorisé d'informations qui s'appuient sur des faits et dans ce cas-là il a le devoir de saisir la justice, soit il rapporte des propos qu'il a entendus dans un fond de couloir. Et dans ce cas-là, il n'est plus un philosophe de la rumeur, mais il en devient un acteur essentiel. D'un point de vue judiciaire, la sortie de Luc Ferry sur le plateau du Grand Journal pourrait bien ne pas en rester là. Soit M. Ferry dispose d'éléments précis sur la commission d'un crime sexuel contre un mineur, auquel cas il est tenu au regard de la loi de donner tous les éléments précis sur la commission de ce crime, soit il ne dispose pas de tels éléments et les allégations qu'il fait peuvent évidemment porter préjudice et il en assumerait la responsabilité. Et Luc Ferry aura alors à s'expliquer car sa position pourrait très vite se révéler intenable. Puisque des allégations sont portées sur l'existence supposée d'un crime grave au surplus, s'il avait été commis, il serait compréhensible que le parquet diligente une enquête. Les propos de Luc Ferry n'ont pour l'heure déclenché aucune enquête en France. En revanche, d'après Rue 89, l'association marocaine Touche pas à mon enfant annonce qu'elle va porter plainte contre X. Voilà, et on vient d'apprendre qu'une enquête préliminaire va être ouverte dans les heures qui viennent à Paris. Information du parquet. Une cellule de crise a été activée en France pour surveiller l'évolution de la contamination bactérienne de légumes. À l'origine déjà de 17 décès, dont 16 en Allemagne. La piste des concombres espagnols est abandonnée et les recherches repartent à zéro. Malgré tout, l'Europe entière est confrontée à une grave crise de la consommation et les maraîchers européens peinent à vendre leurs fruits et légumes, notamment ceux en provenance d'Espagne. Madrid, d'ailleurs, réclame compensation et envisage de porter plainte contre Hambourg, l'épicentre de l'épidémie. Margot Aubrio. Les analyses le dédouanent, le concombre espagnol n'est pas responsable de la contamination. L'Allemagne a reconnu son erreur, un démenti attendu, mais qui ne satisfait pas vraiment le gouvernement espagnol. Il envisage maintenant de porter plainte et le ton monte entre les deux pays. L'Allemagne doit répondre de ses actes et de cette injuste et nuisible accusation. Nous veillerons à ce que le marché espagnol soit indemnisé comme il se doit. Le concombre est disculpé, mais le mal est déjà fait. Ces derniers jours, plusieurs pays européens ont bloqué l'entrée des concombres espagnols sur leur territoire. Les producteurs andalous sont en colère. Ils s'attendent à des dommages de plus de 200 millions d'euros par semaine. Nous ne travaillons pas. Plus personne ne veut de nos produits. L'Espagne demande à l'Union européenne des compensations financières et lui reproche son système d'alerte sanitaire responsable de l'effondrement des ventes de concombres espagnols. L'Union européenne n'a pas respecté ses obligations. L'Union européenne n'a rien coordonné. La seule chose que son commissaire ait fait n'était pas de son ressort. En attendant d'y voir plus clair, l'Union européenne maintient l'alerte maximum. Car le mystère demeure toujours sur l'origine de la bactérie tueuse. Récolte, transport, emballage, c'est maintenant toute la chaîne de distribution qui est contrôlée, y compris du côté allemand. Bonsoir José Bové.
Bonsoir. Député européen, Europe Écologie Les Verts. L'Allemagne demande à l'Union européenne d'aider les agriculteurs touchés par cette crise. Les maraîchers sont à genoux, ils ne vendent plus rien, comme on vient de le voir dans ce reportage. Est-ce que le système d'alerte sanitaire est allé trop vite ? Mais écoutez, en tout cas, la dénonciation d'une source, celle-là est allée évidemment trop vite, parce qu'on sait très bien que quand ce type de bactérie arrive, ça peut être n'importe où sur la chaîne. Donc avant d'annoncer que ça venait des concombres espagnols, je pense qu'il fallait faire attention. Alors c'est vrai qu'il y a eu une précipitation et que la logique un peu toujours il faut toujours aller plus vite alors qu'on n'a pas les informations. Je crois que c'est ce qui a été dangereux. En même temps, c'est très compliqué. Il ne fallait pas mettre en avant le principe de précaution. Il fallait mettre en avant, annoncer qu'il y avait un risque, mais de là à dire ça vient du concombre, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. C'est sur l'ensemble de la chaîne. Ça peut être dans le transport, ça peut être dans l'eau, ça peut être dans énormément de sujets. Est-ce qu'il faut continuer à consommer des fruits et légumes ? Écoutez, les fruits et légumes, jusqu'à connaissance, ne posent pas de problème. Si on avait un souci, il suffit de peler les légumes, laver et éventuellement faire cuire. Donc aujourd'hui, manger des légumes ne pose pas problème. Vous en mangez ? J'en mange midi et soir. Autre sujet d'inquiétude, le gaz de schiste. 3 textes sont actuellement en discussion au Sénat. Une manifestation d'ailleurs a eu lieu aujourd'hui devant le Palais du Luxembourg. La pomme de discorde, c'est la technique d'exploitation, à savoir la fragmentation hydraulique. Toutes les explications avec Marie Chambrial. Tout tourne autour d'une technique de forage. Son nom, la fracturation hydraulique, qui permet l'exploitation du gaz de schiste par l'injection de quantités considérables d'eau dans les sous-sols. La droite n'en veut pas, les risques écologiques sont trop élevés. Ça pose des problèmes énormes, surtout encore plus avec les périodes de sécheresse. Et on a besoin d'être sûr que les approvisionnements en eau potable, qui est quand même une richesse absolument incontournable, qui devient une richesse plus importante que le pétrole même, on va dire, surtout dans les années à venir, donc de façon d'éviter tout risque de pollution. À gauche, le texte déposé par les socialistes va plus loin et propose l'abrogation immédiate des permis d'exploitation déjà accordés, quel que soit le type de forage. Le texte qui risque de sortir du Sénat tout à l'heure est celui qui est fait pour les entreprises et par les entreprises, j'ose le dire, et que le renversement de charge de la preuve qui fait que c'est les entreprises qui démontreront leur bonne foi concernant la technique utilisée change tout. Les deux camps risquent aussi de s'affronter sur de nouveaux amendements qui visent à continuer l'expérimentation scientifique sur l'exploitation du gaz. Bientôt, on va commencer d'une manière intense à faire proche de nous, en Pologne par exemple, des recherches dans ce domaine-là. On arrivera les derniers. Pendant ce temps-là, on continuera à coût de devises importantes d'acheter le pétrole qui nous manque et on regardera les trains passer. Un amendement auquel s'oppose fermement le groupe socialiste. Alors José Bové, le gaz de schiste c'est quand même une réserve d'énergie non négligeable. Est-ce qu'au moment où certains voudraient renoncer au nucléaire, on peut se passer d'une telle ressource ? La question c'est de savoir si on doit risquer de manquer d'eau et d'avoir notre eau polluée, notre sous-sol pollué, pour pouvoir avoir du gaz. Parce que si on ne peut plus boire d'eau, on sera bien content d'avoir du gaz, mais on ne pourra plus vivre. Donc là, je crois qu'il y a un moment des véritables choix à faire. La technique de la fracturation hydraulique, comme vous l'avez montré dans le reportage, est aujourd'hui un véritable danger. Un nouveau scandale vient d'arriver en Grande-Bretagne où 2 séismes, micro-séismes, viennent de se produire en même temps qu'il y avait la fracturation hydraulique. The Independent en a fait la une ce matin. Donc on a un vrai problème aujourd'hui. Cette technique est dangereuse et les permis qui ont été donnés avec cette technique doivent être abrogés purement et simplement. Et c'est pour ça que je regrette... Interdiction pour vous d'exploitation du gaz de schiste ? Interdiction de l'exploration et de l'exploitation avec la fracturation hydraulique. Je crois que c'est quelque chose qui doit être dit de manière claire. Malheureusement, le projet de loi qui va être voté tout à l'heure, redonne le pouvoir aux entreprises de pouvoir redéposer une demande. Alors que dans tous les permis qui ont été déposés par ces mêmes entreprises aujourd'hui, il est marqué noir sur blanc qu'elles vont utiliser cette technologie. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'on reste à la première version du texte telle qu'elle avait été élaborée il y a un mois de cela environ par M. Jacob, entre autres, disant très clairement, nous abrogeons ces permis qui font appel à la fracturation. Et donc comment vous allez continuer le combat ? Écoutez, les choses sont assez simples. Ce texte, aujourd'hui, même s'il est voté, fera que de toute façon, les entreprises ne pourront pas venir sur le terrain. Les élus, les citoyens, les associations empêcheront de toutes les manières que ce soit les véhicules de venir, les chantiers de se mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, on a une loi qui ne sert pas à grand-chose, qui va frustrer, qui va mettre en colère, et va mettre en colère d'autant plus les élus locaux qu'au même temps où on est en train de débattre cette telle loi, plusieurs dizaines d'élus viennent d'être poursuivis
en Ardèche et dans le Gard pour avoir pris des arrêtés contre la recherche par des firmes et non pas par les préfets qui ont accepté leurs arrêtés d'interdiction. Autre information qui nous est parvenue dans l'après-midi, le gouvernement renonce à lâcher un ours en 2011 dans les Pyrénées. C'est une bonne nouvelle pour les éleveurs, c'est une mauvaise pour la biodiversité ? Écoutez, moi je suis assez partagé sur cette question-là. Donc, je suis peut-être pas un écologiste tout à fait normal. J'ai été éleveur pendant plus de 30 ans. Je sais ce que ça veut dire qu'on a son troupeau qui se fait attaquer. Ça, c'est une réalité. Est-ce que la biodiversité passe par le fait de ramener des ours d'une région dont ils ne sont pas originaires ? Je m'interroge encore. En même temps, je crois... Vous êtes content de cette décision ? Écoutez, je ne sais pas si je suis content. Je la prends, là, vous l'annoncez. Disons que pour moi, c'est pas un casus belli. Alors, ce week-end, l'actualité politique, c'est le congrès d'Europe Écologie Les Verts à La Rochelle, avec un absent remarqué, Daniel Cohn-Bendit, dont la motion a reçu un cuisant échec avec 26,5% des voix seulement et qui renonce à s'investir dans la politique nationale. Du coup, ce congrès sera le sacre de Cécile Duflot qui va être conduite au poste de secrétaire nationale. Les explications de Claire de Buisère. Un seul mot d'ordre pour Europe Écologie Les Verts lors du congrès de ce week-end, rassemblement. Rassemblement derrière Cécile Duflot. À 36 ans, elle sera officiellement reconduite samedi comme secrétaire nationale du parti. Mais ce sera un congrès sans Daniel Cohn-Bendit qui a choisi de bouder le rendez-vous après avoir été mis en minorité dimanche dernier, les militants ayant voté pour la motion de Cécile Duflot. Lundi, la patronne des Verts tempérée. Il a dit qu'il ne viendrait pas. En revanche, on s'est parlé, tout va bien. Il est tout à fait disponible à ce qu'il y ait une fusion de l'ensemble des motions et c'est le plus important. Voilà. Moi, je pense que Daniel Cohn-Bendit est indispensable à Europe Écologie Les Verts. Je l'ai toujours pensé. L'enjeu de ce congrès est de fusionner les différentes motions. Il faudra mettre tout le monde d'accord pour déterminer l'organisation et le fonctionnement du parti à la veille des primaires. Presque un tour de force chez les Verts. C'est la responsabilité de Cécile Duflot aujourd'hui, qui a gagné le congrès, de réunir l'ensemble de la famille écologiste et de s'assurer que chacun pèsera dans ce nouveau mouvement à la hauteur du vote. Eva Joly et Nicolas Hulot, les deux principaux candidats à la primaire, seront présents à La Rochelle. La primaire d'Europe Écologie Les Verts pour la présidentielle se tiendra par courrier et Internet courant juin contre une participation de 10 €. Le vainqueur sera déclaré le 29 juin ou en cas de second tour, le 12 juillet. Est-ce que vous regrettez, José Bové, que Daniel Cohn-Bendit soit absent ce week-end ? Écoutez, non, je pense que Daniel Cohn-Bendit avait autre chose de mieux à faire. Moi-même, je ne serais pas non plus présent à La Rochelle. Écoutez, je pense que moi, je suis coopérateur. Vous savez, on a essayé d'organiser un mouvement qui soit plus large, qui sorte de la logique d'un parti traditionnel. Or, c'est vrai que la façon dont s'est passée l'élection du week-end dernier, on peut dire qu'on a fait vraiment très vieille France. D'ailleurs, les militants ont boudé ce scrutin, puisqu'il y a eu à peine 40%, un peu plus de 40%. 56% d'abstention. Donc voilà, je veux dire que pour un mouvement politique, quand on décide de son orientation et de désigner ses directions, on se retrouve dans ces conditions-là, c'est glorieux pour personne. Donc pour moi, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Vous trouvez que le mouvement n'est pas à la hauteur de l'espoir suscité après les élections européennes de 2009 ? Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de refermer les portes, c'est ce que je crains. Alors, heureusement qu'on va on relance la dynamique avec les primaires pour le candidat au présidentiel. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on a fait petit bras et que je trouve ça assez décevant. Donc voilà, je ne vais pas user du carbone pour aller à Grenoble. Vous avez fait votre choix entre Eva Joly et Nicolas Hulot ? Je l'ai fait à l'intérieur de moi, mais je ne vais pas le donner pour l'instant, parce que pour l'instant, je vais essayer de faire en sorte avec d'autres, avec Dany entre autres, que la façon dont se déroulent les primaires, ce soit le mieux possible. Donc voilà, nous on va essayer... Cécile Duflot l'a fait apparemment, d'après son entourage. Ah bah écoutez, elle ne l'a pas déclaré, en tout cas je ne l'ai pas entendu, et en tout cas publiquement elle ne l'a pas fait. Mais il va bien falloir faire campagne pour votre candidat. Écoutez, moi je veux qu'on fasse campagne pour le candidat qui risque de faire en sorte d'avoir le plus grand nombre de personnes qui votent pour lui. Je crois qu'il est important que l'écologie soit bien placée. Aujourd'hui, beaucoup de gens soutiennent la nécessité de l'écologie en politique. Je crois que le débat énergétique doit être au cœur du débat de 2012. Et donc pour ça, il faut qu'on ait un ou une candidate qui soit capable de répondre à cette question-là. Je pense que dans les tout prochains jours, chacun sera capable de faire ce choix. Et vous allez l'annoncer quand ? Écoutez, je pense que je vais encore attendre, peut-être à Strasbourg la semaine prochaine. Bon, on attend ça. Une condition sine qua non pour un accord avec le PS de gouvernance, éventuellement ? Cécile Duflot parlait de la sortie du nucléaire la semaine dernière, après la décision, en début de semaine d'ailleurs, après la décision de l'Allemagne. Écoutez, moi je pense qu'en France, on a toujours eu le tort
de faire parler de l'énergie de manière secrète. Le nucléaire s'est fait dans l'omerta, le gaz des schistes s'est fait dans l'omerta. Si on doit sortir du nucléaire, c'est ce que nous souhaitons, il doit y avoir d'abord un débat public et ensuite un référendum. Le choix énergétique, ça doit être décidé par tous les citoyens. Donc moi j'appelle non pas le Parti socialiste à dire on va sortir du nucléaire en tant d'années, mais plutôt à dire chiche, une transition énergétique, mais c'est les citoyens qui doivent choisir. Et il faut qu'on mette en place un référendum. Moi, ce que j'attends aujourd'hui du Parti socialiste ou d'autres qui seraient prêts à faire cette alternative, c'est à accepter l'idée d'un référendum. Alors, on n'a pas fini de s'inquiéter, parce qu'après les légumes, eh bien, c'est le téléphone portable maintenant qui fait peur. Il serait potentiellement cancérogène, dit l'Organisation mondiale de la santé, alors que le gouvernement a lancé aujourd'hui l'appel à candidature pour les licences 4G. C'est en tout cas une éventualité qui fait trembler les consommateurs pendus à leur portable et les sociétés de télécommunications. Mounir Soussi. Passer un coup de fil de son téléphone portable, un geste potentiellement risqué pour la santé. Dans une étude publiée hier, l'OMS tire la sonnette d'alarme. Jusqu'ici, les scientifiques se posaient des questions sur les dangers des ondes émises par les téléphones mobiles. Ce rapport du Centre international de recherche contre le cancer apporte une première réponse. On a découvert chez les utilisateurs de téléphones portables vis-à-vis les personnes qui n'utilisent pas un risque un peu élevé, mais significatif, statistiquement significatif, d'un développement de cancer dans le cerveau. Les opérateurs nuancent ces résultats. Ils rappellent que dans cette étude, le portable est classé dans la même catégorie que le café en termes d'impact sur la santé. Une attitude irresponsable pour les acteurs qui luttent pour une meilleure information sur les risques des ondes. Je trouve ça assez indigne. C'est-à-dire que si les opérateurs étaient vraiment responsables, ils devraient dire il y a un risque, donc on va travailler pour le diminuer. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils essaient de faire croire, essaient de sauver leur outil, donc on voit bien que ce qui les intéresse d'abord, c'est de faire des bénéfices, c'est pas la santé publique. Opérateurs et associations sont d'accord sur un point, ils conseillent l'usage du kit main libre et invitent les 50 millions de Français équipés d'un mobile à changer leurs habitudes de communication en préférant les SMS aux appels. Bonsoir Jean-Marie Danjou, directeur général de la Fédération française des télécoms. Pardon ? Pour les mobiles. Pour les mobiles, absolument. L'action Nokia a perdu 17% hier, nouvelle chute aujourd'hui. Est-ce que vous êtes inquiet avec cette déclaration de l'OMS ? Bon, cette déclaration de l'OMS, elle est, j'allais dire, conforme à l'attitude des autorités françaises en France depuis un certain temps, puisque le principe de précaution est appliqué pour les téléphones mobiles depuis plusieurs années. Mais c'est la première fois quand même que les scientifiques disent que c'est une technologie potentiellement dangereuse pour l'homme. Ce qui est une première, c'est la classification par l'OMS, parce que ça n'avait jamais été fait, effectivement. Mais c'était attendu. Et de quoi s'agit-il exactement? L'OMS avait 5 catégories prédéfinies dans laquelle elle pouvait classifier le téléphone, les ondes du téléphone mobile, qui ne concernent pas d'ailleurs que le téléphone mobile, hein. Ça concerne aussi les ondes émises par la télévision, par la radio, et même dans notre vie quotidienne, des objets aussi courants que les lampes à basse consommation ou les fours à micro-ondes. Donc ces 5 catégories, il a choisi la catégorie 2B, ce qui veut dire qu'il y a peut-être une association entre certains cancers, en l'occurrence le gliome qui est un cancer de la tête, et l'utilisation du téléphone mobile de façon intensive. C'est ça que dit le communiqué là, de façon très précise. Il y a peut-être un risque, c'est-à-dire qu'il a éliminé la catégorie 1 qui est risque avéré, et il a éliminé la catégorie 2A qui est risque probable. Donc risque possible, il ne s'agit absolument pas de dénier cette classification, et donc pas du tout, comme a dit l'intervenant précédent, nous ne sommes absolument pas dans la dénégation. Nous prenons acte. Vous minimisez quand même. On prend acte de cette classification, hein, qui est la catégorie 2B, et on en tire toutes les conséquences, qui est en particulier l'application du principe de précaution pour les téléphones mobiles. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, Marc Arasi, qui est coordinateur national de Priatem et qui fait partie, comme vous, du Grenelle des ondes, a une question à vous poser. On va l'écouter. Monsieur Danjou, ça fait 2 ans que les travaux du Grenelle des ondes ont commencé. Ça fait 2 ans que la Fédération française des télécoms et les opérateurs sont dans le déni du risque pour la santé. Plus grave, vous essayez de faire en sorte de forcer la main à l'État pour être dans la même position sur ce déni du risque. Les décisions de l'OMS qui viennent de sortir vont-elles enfin permettre pour vous de sortir de cette démarche-là et de mettre rapidement de grandes campagnes de prévention et de précaution pour les utilisateurs de téléphones portables et pour les riverains d'antennes relais? Voilà, question qui vous est adressée grâce à l'aide d'Aurélien Romano. Alors, est-ce que vous allez sortir du déni? Nous ne sommes pas, encore une fois, je viens de le dire, dans le déni du risque. Donc, je remercie M. Arasi
pour sa question. Et effectivement, je rencontre régulièrement M. Arasi au Grenelle des ondes. Nous ne sommes absolument pas dans le déni du risque. Nous prenons acte de ce qui est dit précisément. C'est un document de référence pour nous, cette classification de l'OMS. Et il dit quoi? Il dit encore une fois qu'il y a la possibilité d'un risque. Donc vous conseillez, vous aussi, d'utiliser plutôt les SMS, d'utiliser les kits téléphone. Nous avons d'ailleurs déployé à 30 millions d'exemplaires ce dépliant qui s'appelle Mon Mobile et Ma Santé, que les opérateurs envoient à leurs clients. Et dans ce dépliant, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a les conseils, les recommandations d'usage qui sont ceux du ministère de la Santé en France, en particulier pour appliquer le principe de précaution. C'est-à-dire, la première recommandation concrète, c'est d'utiliser un kit oreillette, parce que quand vous avez votre téléphone à l'oreille pour parler, évidemment, si vous prenez un kit oreillette, il est coupé. Sur le plateau. Eh bien, vous allez l'éloigner et tout de suite, l'exposition diminue considérablement. Donc, c'est pour ça que nous mettons systématiquement un kit oreillette dans les coffrets des téléphones mobiles. Et puis, il y a aussi des éléments technologiques qui sont intéressants, puisque avec maintenant la technologie qu'on appelle 3G, vous savez qu'il y avait la 2G, maintenant il y a la 3G qui permet d'accéder à Internet par le mobile. Et là, les licences, l'appel à candidature pour les licences 4G. Demain, ce sera la 4G, effectivement. Et bien avec ces nouvelles technologies, le mobile émet 100 fois moins qu'avec la 2G. Donc quand on le porte à l'oreille, on est 100 fois moins exposé. Donc voilà quelque chose de positif. Et d'ailleurs, on n'est pas tous égaux face aux émissions d'ondes, puisque les téléphones portables, ça varie de 1 à 7, je crois, les ondes émises suivant l'appareil qu'on utilise. Il peut y avoir des variations. Effectivement, il y a une norme. Alors ça devient très technique, excusez-moi, mais ça s'appelle le DAS, le débit d'absorption spécifique, qui représente le niveau maximum d'exposition auquel on peut être soumis au niveau de la tête. Et cette norme, elle est de 2 watts par kilo. Donc de toute façon, tous les téléphones mobiles sont inférieurs à 2 watts par kilo. Et ça, c'est une norme de l'OMS. Mais effectivement, il y en a qui sont à 0,5, il y en a qui sont à 0,2, il y en a qui sont à 1 watt par kilo. Juste d'un mot, parce que je vois que des associations demandent à ce qu'on mette une étiquette sur les téléphones, comme il y en a sur les paquets de cigarettes, avec risque de cancer. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une grosse différence entre les cigarettes et le téléphone mobile. Et là, je reviens à ce que dit l'OMS. À la classification. Oui, la classification. Catégorie 1 pour le tabac. Exactement. Donc, et 2B c'est absolument pour les différent. téléphones. Évidemment, s'il fallait mettre des étiquettes partout où il y a la possibilité d'un risque, alors là, on mettrait les étiquettes à beaucoup d'endroits, je pense. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Jean-Marie Danjou. Merci à vous. Y a-t-il du totalitarisme et du communisme dans les Schtroumpfs? La bande dessinée adaptée en dessin animé n'est peut-être pas aussi anodine que ce qu'en pensent les parents. C'est en tout cas la thèse d'Antoine Bueno, auteur d'un petit livre bleu sur la face cachée des Schtroumpfs, analyse critique et politique de la société. On va d'abord écouter ce qu'en pense Thierry Culliford, scénariste des Schtroumpfs et fils de Peyo, l'auteur belge des petits bonhommes bleus. C'est la vision d'une personne sur l'œuvre de mon père. C'est simplement sa lecture à lui de l'œuvre de mon père. Mais ça, je respecte totalement. Chacun peut voir dans les aventures des Schtroumpfs ce qu'il a envie d'y trouver. Bon, ça fait quand même des années que j'entends parler des Schtroumpfs qui sont communistes parce qu'ils sont tous les mêmes, égalitaires, et que le grand Schtroumpf a une barbe blanche comme Karl Marx, un bonnet rouge. Comme Robert Rue chez nous à l'époque. Oui, voilà. Et puis que le Schtroumpf à lunettes, avec ses lunettes, c'est Trotsky. Tout ça me fait rire parce que mon père, lui, la politique, c'est tout juste, il savait comment on écrivait le mot politique. Je me souviens que quand il fallait voter en Belgique, la veille, il demandait à ma mère qu'est-ce qu'il faut voter parce qu'il s'en foutait complètement. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jamais il n'a eu l'intention de délivrer aucun message, que ce soit confessionnel, politique ou quoi que ce soit, parce que c'était, lui, son but, c'est de raconter une histoire sympa. Voilà, interview à voir dans l'émission Un monde de bulles de Jean-Philippe Lefebvre, première diffusion le 14 juillet prochain. Bonsoir Antoine Bueno. Bonsoir. Écrivain, chargé de mission au Sénat et maître de conférence à Sciences Po. Alors c'est dangereux de faire lire les Schtroumpfs aux enfants? Ah ben non, justement, pas du tout. Et d'ailleurs, ce que vient de dire Thierry Culliford, je le dis moi aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune intentionnalité de ce que je sais. En fait, on sait relativement peu de choses sur intentionnalité, il peut y avoir des messages idéologiques qui peuvent influencer les lecteurs. Alors, moi, mon analyse, d'abord, c'est une analyse sérieuse, mais qui ne se prend pas non plus au sérieux. Évidemment, il y a un côté potache et puis il y a un aspect d'autodérision dans la démarche d'analyser une œuvre sympathique, populaire, apparemment aussi innocente, avec des concepts de sciences politiques qui sont très lourds, qui sont très chargés, comme le totalitarisme, ne parlons même pas du stalinisme ou du nazisme. Expliquez-nous en quoi il y a du totalitarisme dans la alors, pour aller au bout du propos, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un certain nombre de stéréotypes qui sont concentrés, qui sont véhiculés chez les Schtroumpfs, mais en réalité qui sont présentes dans
dans un très très grand nombre d'œuvres populaires. Et moi, j'ai simplement passé les Schtroumpfs au crible de la science politique. Alors, ma conclusion, toujours avec un grand sourire, c'est que c'est un archétype d'utopie totalitaire empreinte de stalinisme et de nazisme. Je ne dis absolument pas que Peyo était politisé, je sais qu'il ne l'était pas, alors encore moins d'extrême gauche ou d'extrême droite, que les Schtroumpfs sont nazis. Je ne dis pas du tout non plus que les Schtroumpfs sont nazis, mais ce que je dis, c'est que on trouve des stéréotypes. Alors dites-nous lesquels. Alors lesquels? Alors ça dépend dans quelle catégorie vous voulez que je vous parle. Par exemple, le totalitarisme. Alors le totalitarisme. Alors ça c'est l'aboutissement de ma démonstration. Alors une société totalitaire est structurée de manière très précise d'un point de vue vertical et horizontal. D'un point de vue vertical, il faut que le chef soit directement placé face au peuple. C'est exactement ce qu'on trouve dans les Schtroumpfs. Il y a le grand Schtroumpf et face à lui, habillé en rouge, alors questionnement, bon ça c'est plus pour rigoler, face à lui le peuple des Schtroumpfs. Et de manière horizontale, les sociétés totalitaires sont fondées sur le corporatisme. C'est exactement ce qu'on observe aussi chez les Schtroumpfs, puisque chaque Schtroumpf n'est pas individualisé par un nom ou un trait de personnalité, mais par sa fonction sociale, raison pour laquelle d'ailleurs il n'y a qu'une seule Schtroumpfette au village qui représente à elle toute seule, comme les autres. C'est quelle idéologie ça, une seule femme pour tout un village? Ah ben non, mais ça c'est la démonstration du totalitarisme, ou plutôt du caractère corporatiste de la société. Le fait que chaque Schtroumpf soit la représentation stylisée d'une fonction sociale. Il n'y a qu'un seul Schtroumpf cuisinier qui représente toute la fonction sociale de faire à manger, qu'un seul Schtroumpf bricoleur, qu'une seule Schtroumpfette, etc. pour ces raisons. Donc la Schtroumpfette, c'est les tâches ménagères, évidemment. Ah, la Schtroumpfette, elle est effectivement cantonnée à des tâches ménagères, celle qui s'occupe du bébé Schtroumpf. Et d'ailleurs, l'analyse de la Schtroumpfette est très très intéressante, sur le plan de la conception du rôle de la femme. Le communisme? Oui, le communisme, alors c'est ce qu'il y a de plus flagrant. Et d'ailleurs, moi j'ai fait la première monographie consacrée aux Schtroumpfs, c'est-à-dire la première analyse un petit peu fouillée, rationnelle. Bon, mais ce sont il y a eu des intuitions qui me préexistent largement sur le communisme, par exemple. Alors les États-Unis se sont méfiés des Schtroumpfs, notamment croyant ou voyant en eux une œuvre de propagande socialiste, au point d'ailleurs de penser que leur nom, en anglais c'est Smurf, était l'acronyme de Small Men Under Red Forces. Alors pourquoi? Parce que effectivement c'est une société complètement collectiviste. La propriété n'y existe pas plus que l'argent. D'ailleurs c'est très rare d'avoir une œuvre dont le héros est un corps collectif comme ça. Autres aspects évidemment, c'est plus avec un sourire, c'est les habits rouges du grand Schtroumpf. Pourquoi des habits rouges? En rigolant aussi. Alors effectivement en s'amusant, j'ai un petit peu comparé le grand Schtroumpf à Staline ou à Marx. Effectivement le Schtroumpf à lunettes avec ses binocles ronds à Trotsky, surtout quand on sait que le Schtroumpf à lunettes fait l'objet de toutes les brimades et que Trotsky était l'ennemi absolu pour le régime stalinien en particulier. Il y a aussi les travaux collectifs, des Schtroumpfs. Le marteau et la faucille. Les Schtroumpfs passent leur temps soit à faire la cueillette dans les champs, soit ils sont occupés à des grands travaux, des grands projets industriels. C'est l'entretien de ce barrage dont on ne connaît pas exactement la fonction d'ailleurs. Plus sérieusement, enfin tout ça est très sérieux, mais est-ce qu'il faut faire attention aux messages idéologiques qui pourraient être véhiculés par les dessins animés en général? On parle souvent du manichéisme de Walt Disney, par exemple. Alors, c'est-à-dire que, il y a deux choses dans votre question. D'abord, c'est pas mon propos. C'est-à-dire que moi, j'ai une approche qui est complètement descriptive et pas prescriptive. Voilà, je suis pas un épurateur et même si je devais juger ça, interdire les Schtroumpfs. Non, mais pas du tout. Et quand on enlève la cigarette de Lucky Luke, je trouve ça absolument absurde. Juger les œuvres, surtout d'autres époques, à l'aune de notre politiquement correct actuel, je trouve ça complètement absurde. C'est pas du tout ce que j'ai entendu faire. Et quant aux Schtroumpfs, pas du tout. Il n'y a pas de raison de les interdire parce que moi, je passe l'œuvre par le prisme d'une grille d'analyse. On pourrait tout à fait le faire par une autre grille d'analyse, par exemple sociologique ou éducatif ou artistique, etc. Ça serait tout aussi intéressant. En revanche, ce que je dis, c'est que les œuvres populaires méritent aussi d'être analysées et qu'on peut superposer, pas substituer, à notre approche innocente, enfantine, une analyse un petit peu plus distanciée d'adultes. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous expliquer cette grille de lecture des Schtroumpfs. Dernière information à vous quitter. Un 59e soldat français est mort en Afghanistan. Caporal-chef du 17e régiment de génie parachutiste a trouvé la mort lors d'un accrochage avec des insurgés, précise l'Élysée. Merci à vous de nous avoir suivis. À suivre Question d'info sur LCP Assemblée nationale. Je vous souhaite une très belle soirée.